Imagination, la vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3. Le vote de la réforme du franc CFA à l'Assemblée nationale française. Le CFA devient éco. Quelle lecture en faire? Les rapports des corps de contrôle servent-ils à grand-chose? La hausse des cas de Covid-19, quelles conséquences pour l'économie? Pour répondre à toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Moubarak Lo, économiste et statisticien, et Mohamed Dia, expert financier et consultant en banque. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 13 décembre 2020 de 10h à 11h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 13 décembre 2020, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit donc Moubarak Lo, économiste statisticien, on le présente plus au Sénégalais, et Mohamed Dia qui est consultant en banque et en finance. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le 10 décembre dernier, la réforme du franc CFA ouest-africain est entrée en vigueur en France par l'Assemblée nationale française l'a adopté. Le projet controversé du franc CFA ouest-africain qui doit être soumis au Sénat français et devait être signé par les pays africains concernés. À l'Assemblée nationale française, le communiste Jean-Paul Lecoq a démontré que cette réforme ne changera rien et rappelle que le franc CFA va contre les intérêts des peuples africains. Je le cite, il dit que la réforme fondamentalement pour des dizaines de millions de personnes, il n'y aura pas de changement. Ils ont présenté une motion de rejet. Cette monnaie HMLE, dit-il, correspond aux intérêts des classes supérieures africaines tournées vers l'extérieur et des multinationales qui travaillent en euros. Pour les peuples et pour les PME africaines, elle peut être un véritable boulet. Votre majorité, dit-il, défend les intérêts des classes aisées et des multinationales en toutes circonstances et en tout lieu. Moubarak Lo, cette réforme qui est passée, le franc CFA qui est mort, qui devient bientôt l'euro, qui va passer par le Sénat français en attendant que les parlements africains concernés par cette monnaie ratifient cette réforme. Quelle lecture peut-on en faire? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. La France a fait son travail, une partie de son travail à travers l'Assemblée nationale française. Ensuite, ça va passer au Sénat et revenir à l'Assemblée éventuellement. Mais à ce stade, ça n'engage que la France. Je veux dire, la France est un partenaire sur ce dossier, mais il faudra attendre maintenant la décision des pays africains, parce que c'est les pays africains qui, à travers le vote de leur Parlement, éventuellement, j'espère qu'il y aura ce vote dans tous les pays. Il faudra ce vote d'ailleurs parce qu'il s'agit d'un traité international, en tout cas d'un accord de coopération internationale. Donc il faudra que les Africains acceptent la réforme telle qu'elle est, disons, souhaitée par les chefs d'État, notamment français et ivoiriens. Rien n'empêche les pays africains de choisir une autre voie. Dans ce cas, il faudra repenser un autre modèle. Maintenant, on aura peut-être le temps d'entrer dans le fond du sujet, mais au niveau juridique, je veux juste dire que aujourd'hui, on est juste au début d'un processus. C'est heureux que la France ait initié à son niveau cette réforme, mais encore une fois, il faudra attendre l'avis des pays africains. Oui. L'écho décidé par l'Assemblée nationale française en attendant que le Sénat français se prononce, en attendant que les pays africains concernés ratifient peut-être cette réforme auprès de leur Parlement, c'est l'écho décidé par Alassane Ouattara et Emmanuel Macron qui est différent de l'écho de la CEDEAO. Oui, merci Alassane. Je vous salue et je vous remercie de l'invitation, ainsi que mon co-débatteur. En fait, moi, ce que je me dis que ça devait provenir de chez nous d'abord pour aller vers la France. Ça devait être une décision que nous voulons d'abord. Les parlements africains devaient d'abord faire la réforme avant que la France... Avant que la France ne le fasse. Parce que le problème de la monnaie, c'est un problème de souveraineté, nous dit-on. Donc, pour que ça soit plus souverain, ça devait être initié par nos États d'abord, avant d'être initié par la France. Cependant, peut-être on va plus rentrer dans les détails, mais je me dis que l'écho
tel qu'il est en ce moment présenté, c'est juste pour satisfaire les sentiments anti-français. Tous ceux qui disent France dégage, nous ne voulons plus de la France, on veut de notre souveraineté. Cependant, il n'y a pas de différence majeure entre l'éco et le franc CFA. Et pour ne pas dépenser plus d'argent et prendre une autre avenue qui est incertaine, j'aurais préféré, personnellement, qu'on reste dans le franc CFA et que nous transformions beaucoup de choses d'abord avant d'aspirer à avoir une autre monnaie. Mais nous allons plus rentrer dans les détails, je suppose. Ouais. Moubarak Lo, dans une turbine diffusée par Dr Abdourahmane Sarr, qui est le président de CEFDEL, ancien du FMI, il dit qu'à présent, toute personne qui s'opposerait au CFA devrait s'appeler l'éco, n'a qu'un seul débat de fond, la parité. La libre convertibilité du compte courant de notre balance des paiements universels à tous les pays. La libre convertibilité du compte capital de la balance des paiements de l'UEMOA n'existe avec aucun pays, y compris la France. Nos réserves de change ne seront plus au trésor français et nous n'aurons plus de représentants français dans nos instances de politique monétaire. Nous devrons élaborer un cadre de coopération et d'échange d'informations du fait de la parité fixe si et seulement si nous ratifions l'accord ratifié par le Parlement français. Donc il pose le débat de la parité. Quel que soit le changement, selon lui, l'appellation, tant que la parité restera telle qu'elle est, c'est le franc CFA sur une autre façon. Bon, d'abord, sur notre nom. Oui, sur le nom d'abord, je pense qu'il y a une constante. Les pays de la zone franc ne pourront pas utiliser l'éco, le terme éco, sans l'accord de toute la CEDEAO. Il faudra que la CEDEAO se réunisse avec le Nigeria, Ghana, la Guinée, Sierra Leone, Libéria, la Gambie, et le Cap-Vert, tous les pays qui ne sont pas dans la zone UEMOA, et dans la zone UMOA pour ce qui concerne la monnaie. Il faut que ces pays-là acceptent que les pays de l'UMOA utilisent l'éco avant qu'eux-mêmes ils l'utilisent. Et je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Parce que vous savez, le nom d'une monnaie, c'est quelque chose, mais il y a aussi les attributs de cette monnaie. Il y a également la politique monétaire. Parce que la politique monétaire et la politique de change, c'est lié à l'éco. Parce que l'éco, sans doute, n'aura aucun lien avec la France à la fin de la journée, parce que le Nigeria ne va jamais accepter d'avoir des liens avec la France, parce que le Nigeria, c'est un géant au niveau de la sous-région. Il fait 70% pratiquement du produit intérieur brut. Certains même parlent de la future éco, la zone éco, comme une zone Naira, éventuellement, si le Nigeria devait peser lourd dans les orientations de la politique monétaire de l'éco. Et donc, ça, au moins, c'est quelque chose de clair. Et donc, effectivement, dans la première période, il faudra conserver la dénomination franc CFA. Moi-même, j'ai eu à signaler ça depuis plusieurs mois. Donc, aujourd'hui, même avec les réformes, il faudra changer cet article. Donc, le Parlement français, même s'il vote le non éco, il faudra qu'il revienne là-dessus, à la fin des processus de ratification au sein des États de la zone franc en Afrique. Et donc, le mot éco, il faudra l'enlever. Et le débat sur la parité? Oui, je viens dessus. Donc, la première chose, le mot éco ne peut être utilisé que par la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO peut autoriser exceptionnellement les pays de l'UEMOA à utiliser le terme éco, mais je ne pense pas que la CEDEAO va le faire. Deuxième élément, maintenant, autour de l'éco, il y a 3 questions qui se posent. Le premier élément, c'est les réserves de change. Donc, la réforme permet dorénavant la liberté de déposer ou de ne pas déposer à la Banque de France, sachant que jusqu'à présent, au niveau international, les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas. Et donc, en termes de placement, en tout cas au niveau des institutions comme la Banque de France, les pays de la BCEAO ne perdaient pas au change en termes de taux d'intérêt qu'ils percevaient au niveau de la Banque de France. Ça, c'est important à signaler. Le deuxième élément, c'est la parité, effectivement. Parce que la parité, vous pouvez soit avoir un ancrage sur une monnaie unique, mais de plus en plus au niveau mondial, les pays émergents, en tout cas, ils ancrent leur monnaie sur des paniers de devises qui tiennent compte notamment de la composition du commerce extérieur.
Si vous prenez aujourd'hui le Maroc qui est voisin, le dirham marocain, il est défini à travers l'euro et le dollar, avec une formule qui est suivie par la Banque du Maroc et qui, de temps en temps, fait des modifications pour pouvoir ajuster la valeur du dirham au niveau international. Mais justement, est-ce que la flexibilité de la monnaie qui s'arrime à un panier de monnaie permet aux pays émetteurs de cette monnaie d'avoir beaucoup plus de ressources? Bon, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. La première chose, c'est l'ancrage lui-même, parce que vous pouvez faire un ancrage fixe. Vous pouvez dire un CFA égale 0,5 euros plus 0,5 $, avec des formules beaucoup plus complexes, parce que l'euro et le dollar sont beaucoup plus lourds. Mais vous pouvez avoir une parité, disons, un ancrage sur deux monnaies de manière équitable. Maintenant, il y a la flexibilité. Maintenant, en matière de flexibilité, il y a trois régimes en général. Le premier, c'est la fixité, sauf en cas de dévaluation. On l'a connu avec le franc CFA. Là, c'est une mesure qui est prise de manière rare. Vous pouvez rester 20 ans sans changer, disons, la définition de la monnaie par rapport aux monnaies auxquelles vous ancrez votre monnaie. Ensuite, vous pouvez avoir aussi une flexibilité totale. Donc, vous laissez le marché déterminer le cours de votre monnaie, la valeur de votre monnaie, mais là, on peut se risquer parce que vous pouvez avoir des hauts et des bas exceptionnellement élevés et ça peut perturber, parce que les logiques des marchés financiers, ce n'est pas les logiques de l'économie. Il peut y avoir des spéculations, il peut y avoir des mouvements de peur, il peut y avoir même de la manipulation qui fasse que votre monnaie chute lourdement ou augmente lourdement. Donc il y a une voie intermédiaire qui est peut-être la bonne voie. Sans doute l'écho va évoluer vers ça. Donc c'est une flexibilité régulée. Et donc ça veut dire que c'est à la banque centrale, qui sera une banque centrale régionale, qui devra être créée au sein de la CEDEAO, qui pourra voir de manière régulière, ça peut être tous les 6 mois, tous les 3 mois, suivant l'évolution internationale, décider de changer la valeur de la monnaie par rapport aux monnaies auxquelles elle est ancrée. Est-ce que le fait qu'on maintienne la parité fixe avec l'écho qui va remplacer le franc CFA, comme les Français l'ont dit, en attendant que les parlements africains le ratifient, est-ce que c'est une façon de maintenir le franc CFA en changeant de nom? Oui, absolument, c'est ça. D'habitude, quand on veut changer la parité, c'est pour être compétitif à l'exportation, quand on exporte. Maintenant, nous sommes un pays de matières premières, le Sénégal. Maintenant, si on change la parité et qu'on veuille être compétitif à l'exportation, honnêtement, qu'est-ce que le Sénégal va exporter en ce moment? Il n'y a pas de secteur secondaire. Nous avons des matières premières que nous exportons. Donc, cela ne servirait à rien en ce moment de changer cette parité. Cette parité, on change ça quand on va exporter. On n'a pas assez d'industrie en ce moment au Sénégal. Donc, changer cette parité ne servirait à rien. Donc, il y a ce sentiment, en fait, d'anti-français qui est dans tout cela. Mais, il faut que la raison l'emporte sur l'émotion. On ne joue pas avec une monnaie. Une monnaie, ce n'est pas un jeu d'émotion. Une monnaie, c'est la politique de la nation. Maintenant, il faut parce que quand même si on change notre monnaie, on ne va pas imprimer notre monnaie ici. On ne peut pas l'imprimer ici parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire et on ne peut pas faire face aux faussaires. Donc, c'est une technologie qui change rapidement. Et en Afrique, c'est quoi? 9 pays qui impriment leur monnaie en Afrique. Tous les autres pays impriment à l'extérieur. Donc, à quoi cela servirait, honnêtement, de vouloir changer juste pour changer? Si on change et qu'on change la parité, on ne peut pas exporter, on n'a pas d'industrie. Il faut une transformation structurelle d'abord de l'économie, prendre notre temps. Il faut poser des plans quinquennaux, par exemple, et dire, OK, d'ici 5 ans, c'est ça que nous voulons faire, d'ici 5 ans, et poser sur 15 ans, jusqu'à ce que nous ayons des industries, d'abord, qu'on ait de la valeur ajoutée, qu'on va exporter, avant de parler de tout cela. On est en train de sauter à la dernière phase, alors que la première phase est là. Il y a certains pays en Afrique qui commencent à s'industrialiser. C'est notamment le cas du Botswana, de l'Éthiopie, peut-être du Rwanda, mais c'est un peu ce qu'ils ont fait.
Ils ont pris un secteur clé dans leur économie. Botswana, par exemple, ils ont dit le diamant. L'Éthiopie, il y a le cuir. Ils ont dit on va se focaliser sur ce secteur, laisser les investissements directs étrangers rentrer dans notre pays. Maintenant, on fait du protectionnisme autour de juste ce secteur. Les autres secteurs, on libéralise. Parce qu'on ne peut pas fermer une économie tant qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour fermer, pour faire du protectionnisme. C'est la seule manière de développer nos industries. Nous n'avons pas les moyens présentement. On n'a pas les ressources nécessaires. Donc, à quoi cela servirait de faire du protectionnisme en ce moment? Absolument rien. On en souffrirait. On a besoin des IDE de venir ici. Maintenant, à nous de voir un secteur qui est clé. On peut protéger ce secteur pour que le privé national puisse se développer autour de ce secteur. Et encore une fois, il faut que cela soit un secteur qui puisse créer un effet d'entraînement sur les autres secteurs. Donc, ça doit être un secteur très stratégique. Avec des chaînes de valeur. Avec des chaînes de valeur. Donc, c'est doucement. On peut prendre l'arachide, par exemple. On dit, OK, on va se focaliser sur l'arachide. On protège le secteur de l'arachidier et qu'on puisse créer des industries autour de ce secteur en ouvrant notre économie aux autres industries qui créent des emplois, qui créent des richesses, même s'ils les rapatrient, mais au moins c'est là-bas. Maintenant, à nous de faire des accords avec certains pays ou certaines entreprises pour qu'elles viennent s'installer ici, créer des emplois ici. Le Maroc l'a fait avec Renault. Renault est au Maroc pour créer des voitures de low cost. Et maintenant, Renault se focalise en France avec les voitures de haut de gamme. Donc c'est ça. Il faut une vision d'abord autour de la monnaie. Où est-ce qu'on veut aller? D'abord, comment y arriver au lieu juste de se précipiter et de changer la monnaie? La monnaie est trop cruciale, on ne joue pas avec. L'émotion ne doit pas l'emporter sur la raison. Même le cas de la Corée que j'entends très souvent, mais l'industrialisation de la Corée a pris presque 20 ans. 20 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc c'est un processus qu'on met en place. Il n'y a pas encore de processus en place. Donc tant qu'on n'a pas ce processus, et qui va nous aider? Où est-ce qu'on va tirer les ressources dont on a besoin pour s'industrialiser? Ceux qui sont contre le franc CFA n'apportent pas ce débat. Ils pensent juste qu'on n'a plus le franc CFA, on a notre monnaie, on peut décider de notre politique monétaire, que tout va changer, non? Où est-ce que les ressources vont venir? D'où est-ce que les ressources vont venir? On ne pourra pas avoir les ressources nécessaires. Le cas de la Corée, le Japon a donné à la Corée beaucoup d'argent, si je ne me trompe, presque 800, 900 milliards en dollars. Et puis, il y a, quand ils ont accompagné les États-Unis à la guerre de Vietnam, les Américains les ont aidés sur les tarifs douaniers et tout ça. Donc, la Corée a été accompagnée. Et comme ils n'avaient pas de ressources naturelles, il fallait créer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi ils se sont accentués sur la technologie, sur les voitures, les téléphones et tout ça. Et ils ont mis l'accent sur l'éducation. C'est l'un des pays les plus éduqués au monde. Donc, nous n'avons aucun plan en place. Aucun plan en place. Donc, il faut cela d'abord. Donc, comme il a dit, la réforme, il y a d'abord une anticipation sur la transformation des produits localement avant d'aller vers la monnaie. Si on change la monnaie, on ne produit rien, ça ne sera pas grand-chose. Oui, je pense qu'il faut travailler en dynamique. Vous savez, il ne s'agit pas d'attendre d'être prêt pour changer la monnaie. Parce que le fait même de changer la politique monétaire ou la définition de la monnaie peut jouer, c'est un signal, ça peut jouer sur le comportement des investisseurs. Je veux dire, si un investisseur aujourd'hui vient au Sénégal, il va regarder les facteurs structurels, donc la main-d'œuvre, les infrastructures, le réseau de télécommunications, le fonctionnement de l'État, l'environnement administratif, mais il va regarder également les aspects conjoncturels, ou en tout cas liés à la monnaie. Par exemple, si j'ai fait un produit manufacturier, est-ce que ce produit-là, je peux l'exporter de manière compétitive? Parce que si vous allez sur les marchés internationaux, par exemple, nos produits de la pêche, si vous prenez le thon, à un moment, le Sénégal est un pays qui faisait beaucoup de thon en Afrique. Oui. On exportait vers l'Europe, mais quand on arrivait en Europe, on rencontrait les thons thaïlandais. Donc nous, on avait des avantages par rapport à l'Europe. On est très proche de l'Europe aussi, mais malgré tout, le thon thaïlandais nous battait en prix. Arrivé en Europe parce que... C'est du quoi, la qualité du thon ou bien la main-d'œuvre thaïlandaise qui est moins chère que la main-d'œuvre africaine? Il y a des facteurs, effectivement, mais il y a également la monnaie. Donc notre monnaie est lourde. Donc ça joue sur la valeur finale du produit. Donc la compétitivité, il faut regarder ça en dynamique. Le fait de réduire la valeur d'une monnaie vous permet d'attirer
des investisseurs tournés vers l'exportation de produits manufacturés. Parce qu'il y a des produits, effectivement, dont le coût est déterminé au niveau international. Si vous faites, par exemple, le cacao, c'est un prix qui est fixé dans les bourses même les coûts de céréales sont déterminés à Chicago. Oui, mais en revanche, au niveau de la manufacture, il n'y a pas cette définition internationale de produits. Donc, c'est la concurrence. Vous devez vous positionner dans des niches de produits sur lesquels vous avez des avantages compétitifs, mais ensuite faire en sorte que au niveau prix, vous soyez compétitif. Donc, il faut regarder ça en dynamique. Et tout n'est pas vide. Aujourd'hui, nous avons constaté au Sénégal qu'il y a pas mal de nos produits manufacturiers qui peuvent se vendre, notamment au niveau africain. Si vous regardez l'industrie sénégalaise, il y a beaucoup d'industries qui exportent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin. Parce que la CEDEAO, c'est 300 millions de consommateurs. Voilà. Et donc, même avec la zone de libre-échange continentale, il y a également cette possibilité d'exporter, notamment de l'industrie légère, manufacturière. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qu'on importe de Chine ou d'Inde. Avec la ZLECA, ça devrait être compétitif de faire ça maintenant dans nos pays. Mais le Sénégal importe du cure-dent. Oui, mais ça, la Chine, c'est la 6000 km cure-dent. Oui, ça, c'est le problème. C'est la politique d'industrialisation. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, le ministère est en train de travailler d'ailleurs sur la redéfinition de la politique industrielle. J'espère que quand elle sera terminée, que cette politique prendra en compte toutes ces nouvelles dynamiques et toutes ces nouvelles exigences. Justement, dans le débat à l'Assemblée nationale française, les communistes ont posé le débat des PME africaines qui ne vont pas profiter de ce changement. Parce qu'ils disent que s'il y a un changement, c'est les classes aisées africaines, l'oligarchie africaine, les dirigeants africains qui vont en profiter le plus. Enfin, même parce qu'ils pourront piller les caisses et investir en France. Parce que présentement, les PME, les PMI ont un problème de quoi? Un problème de financement. Donc ça vous montre que le problème n'est pas trop lié à la monnaie pour les PME. Hein. Donc pour les PME, c'est un problème de formalisation. Ils doivent se formaliser. C'est un problème d'éducation, de savoir comment s'occuper de sa structure, d'avoir un business plan, une vision, savoir où on va. Et tel n'est pas le cas. Par exemple, vous voyez une petite entreprise qui a besoin de prêts, il faut amener des garanties à hauteur de 300% des fois. Pour les entreprises intermédiaires, on te dit 120, 125% de garantie. Et je me dis que si cette personne avait ces garanties-là, elle n'aurait pas besoin de financement. Donc, le franc CFA, ça ne les affecte pas trop. Cependant, le problème, ce sont les PME d'abord. Il faut essayer de se formaliser, d'être en ligne pour qu'on puisse les aider. Donc, ce n'est pas un problème de monnaie, c'est un problème de risque bancaire. En tant que banquier, je ne vais pas prendre le risque de prêter mon argent si je sais que vous n'allez pas payer. Parce que c'est le profit. Je suis là pour le profit de la banque. Donc, si vous n'avez pas de business plan, vous ne savez pas où aller avec votre... Je ne peux pas vous prêter de l'argent, je suis désolé. Donc, maintenant, est-ce que l'État peut intervenir dans ce sens? Peut-être. Est-ce que l'État peut imposer aux banques de réserver une partie de leur budget aux PME? Peut-être, mais il va y avoir des conditions aussi, parce que je ne peux pas juste prêter de l'argent à une personne ou une banque sans garantie, sans être formel. Donc c'est ça, c'est un autre problème. Oui, mais comment pour expliquer le silence des parlements africains et des dirigeants africains depuis le 10 décembre? Cette réforme est passée à l'Assemblée nationale française, elle doit passer au Sénat. Aucune réaction officielle. Oui, vous savez, en matière de monnaie, le silence est d'or. Donc la France peut dire ce qu'elle veut, mais le jour où un dirigeant africain, en tout cas, va prendre position de manière claire, ça va être en tout cas considéré comme une information très importante. Et donc il peut y avoir des mouvements de panique, etc. Parce qu'encore une fois, rien n'est encore validé tant que ce n'est pas accepté par nos parlements et validé par la CEDEAO. J'insiste là-dessus, parce que c'est la CEDEAO qui, à la fin de la journée, devra accepter, en tout cas, tant qu'on prononce le mot éco. Maintenant, si on ne parle pas d'éco, la CEDEAO n'a pas son mot à dire sur l'avenir de la zone franc. Parce que les pays de la zone franc peuvent choisir même de ne pas intégrer la zone de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une union douanière, à travers le tarif extérieur commun, nous avons des politiques sectorielles communes, mais même si les politiques sectorielles communes
rencontre beaucoup de difficultés parce que peu financés. Mais au niveau de la monnaie, les pays de l'UMOA sont libres d'aller ou de ne pas aller dans la zone de la CEDEAO. Bien évidemment, pour l'esprit communautaire, il faut aller ensemble vers la création d'une monnaie commune parce que la création d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest permettra de développer le commerce régional. C'est l'espoir parce qu'aujourd'hui, si vous devez commercer avec le Nigeria, il faudra convertir le franc CFA en euros, ensuite convertir l'euro en naira, et donc vous voyez, et le commerçant, il perd toujours dans ces conversions. S'il devait le faire d'ailleurs dans toutes les autres monnaies, à la fin de la journée, s'il revient, il va se retrouver peut-être avec 50% ou 60% de la valeur qu'il avait au départ. Et donc, il faut absolument travailler pour la création de cette monnaie commune en Afrique de l'Ouest. On en parle depuis 20 ans, mais ça ne s'est jamais manifesté. On espérait déjà faire la monnaie commune en 2005 ou 2010. Chaque fois, l'agenda a été repoussé. Aujourd'hui, apparemment, il y a une détermination nouvelle qui est là. Mais en même temps, il faut y aller de manière sûre. Et surtout, privilégier les discussions de fond aux déclarations. Donc, et surtout, également, se concerter. Parce qu'il faut éviter qu'au sein de l'UOMOA, qu'on prenne des positions en mentionnant l'ECO sans consulter les autres pays de la CEDEAO. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, ça va créer des tensions et c'est inacceptable d'avoir ces tensions au sein de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est une fierté pour les pays de l'Afrique de l'Ouest d'avoir la CEDEAO. La CEDEAO fait partie des communautés économiques régionales les plus réussies au niveau africain. Peut-être qu'il y a comparaison avec la SADC ou le East African Community qui regroupe le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti, etc. Mais la CEDEAO, aujourd'hui, il n'y a que la monnaie qui reste, si je peux dire. Parce que vous avez une politique de défense commune. Au niveau agricole, il y a la politique agricole commune. Au niveau industriel, au niveau des sciences, la technologie, de l'enseignement, dans tous ces domaines-là, la CEDEAO parle d'une seule voix. Même s'il y a encore des améliorations à faire, peut-être donc qu'il faudra parachever l'intégration régionale par la réussite de ce chantier d'intégration monétaire et peut-être demain y ajouter le volet politique. Parce qu'on devrait pouvoir avoir demain des ambassades communes. Je vois mal en Asie, qui est très loin, que tous les pays de la CEDEAO s'évertuent à avoir des ambassades. On pourrait demain avoir une ambassade de la CEDEAO qui regrouperait tous les pays. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Moubarak Lo, économiste, et Mohamed Dia, aussi banquier financier, économiste consultant. Mohamed, le deuxième point de notre débat, c'est par rapport au rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'ANP qui est sorti, il y a eu beaucoup d'émotions, les Sénégalais ont lu, ont senti que les rapports c'est pratiquement la même chose. Chaque année, on a les mêmes rapports, les mêmes griefs qui sont faits, et il n'y a pas de résultat au fond. Pourquoi? Parce que ces organes sont un peu méconnus. Les Sénégalais ou bien l'État ne prend pas le temps d'expliquer la mission de ces organes, en fait. Ce ne sont pas à ces organes de sanctionner. Ces organes assistent juste l'État dans les marchés publics, par exemple l'ARMP. Maintenant, après avoir décelé des anomalies, là, on donne le rapport au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, il n'y a pas. Donc, et après, c'est l'appareil judiciaire. Maintenant, ce que les gens oublient en fait, c'est au sein d'une entreprise ou d'un ministère, il y a des sanctions à l'interne aussi. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Donc, il y a peut-être des anomalies qui sont passées, qui ont été sanctionnées à l'interne déjà. Maintenant, ces rapports viennent expliquer peut-être ces anomalies qui ont déjà été sanctionnées. Maintenant, c'est, par exemple, à l'appareil judiciaire de faire son travail. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous sommes en politique en même temps. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'un président sanctionne son ministre pour une anomalie dont peut-être il n'est pas responsable ou peut-être qu'il est responsable alors qu'on est en politique? Donc, dans ce cas, si chaque erreur se reproduit, finalement, le président n'aura personne avec lui. Donc, les gens qui décrivent cela, est-ce que, si c'était eux, ils allaient démettre ces ministres pour faute? Ou bien, est-ce qu'ils vont juste essayer de leur parler
et voir comment corriger certaines choses. Maintenant, le problème en est que depuis... Mais est-ce que c'est parce qu'on a une politique qu'on peut tous se permettre avec les deniers publics, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien du tout? Parce qu'au fait, le président lui-même, il est serviteur des Sénégalais, il a été élu par les Sénégalais. S'ils ne sont pas contents de lui, il le dégage. Vous avez A fortiori, le parfaitement ministre. raison. Mais maintenant, est-ce que ces rapports, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'un ministre a détourné ou bien ça démontre des anomalies? Ça dépend de cela. Parce que c'est trop subjectif, je veux dire. Par exemple, les marchés de gré à gré. Les gens pensent que je viens, je vous connais, Alassane, je vous donne un marché et puis voilà, ça continue. Non. Non, parce qu'il y a la direction centrale des marchés publics qui doit approuver ce marché de gré à gré. Et il faut que les gens expliquent pourquoi un marché en entente se fait. Parce que des fois, le temps ne permet pas de passer par toute la procédure normale. Mais s'il y a des fautes quand même qui sont graves, elles sont à sanctionner. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'on est en politique et comme ça ne marche pas depuis des années, peut-être il est temps de changer et de voir une différente avenue, d'essayer de corser certains trucs pour éviter certaines choses. Voilà, moi l'impression que l'opinion a, c'est que chaque année les mêmes rapports sont faits, les mêmes constats sont faits, il n'y a rien qui bouge. Oui. Pourquoi cette impression-là? Oui. Est-ce que c'est l'État qui protège, c'est un directeur, c'est un ministre qui se comporte comme il veut avec l'argent public, l'argent des Sénégalais, les impôts des Sénégalais? Oui, ce qui est constant, c'est que le sentiment d'impunité encourage les malversations. Moi, je suis un responsable public, je sais que je peux détourner, je peux faire des fraudes. Malgré tout, si on fait un rapport, on découvre, la politique pourra me sauver. Donc ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Donc je pense qu'il faut mettre un terme. C'est sur ce blanc bien précis que les Sénégalais décrivent Ça. la façon dont les rapports sont faits. C'est ça. Il y a une protection de ceux qui pillent l'argent. Bon, en tout cas, le sentiment est là, donc il faut mettre un terme à ce sentiment par des actions. Il y a des actions à faire Lesquelles? de prévention. Il y a des actions de prévention parce qu'il ne faut pas jouer le médecin après la mort. Parce que souvent, les rapports du corps de contrôle viennent constater... Il faut anticiper les dégâts par la prévention. Et d'ailleurs, il y a des directives de l'UOMOA sur les réformes des finances publiques qui sont très claires là-dessus, qui demandent de manière très claire au corps de contrôle de veiller à la mise en place d'environnements efficaces et performants de contrôle interne. Donc, il faut renforcer les systèmes de contrôle interne au sein des entités publiques, faire en sorte que l'éthique soit présente, l'organisation soit de rigueur, parce qu'il faut tout un système organisationnel pour faire fonctionner un système de contrôle interne. Il faut de bons organigrammes, il faut bien recruter les personnels chargés de faire la passation des marchés. Il y a la supervision aussi de ces entités-là, ou de ces cellules au sein des entités publiques. Il y a également toutes les procédures à travers des manuels, il y a la compétence, il y a, etc. Mais est-ce qu'il est possible en interne de mettre en place un système qui permet de contrôler en même temps qu'on donne les marchés, qu'on les exécute à chaque étape? C'est tout à fait possible. Vous savez, le président de la République, en début d'année, a demandé à l'inspection générale des finances de faire une évaluation de l'environnement de contrôle interne au sein des entreprises publiques. Il est toujours attendu cette évaluation. Aujourd'hui, le travail est en cours avec les inspections techniques des ministères, les inspections administratives et financières et les inspections techniques, parce que tous les deux peuvent avoir un rôle pour pouvoir donc faire cette évaluation et sans doute déboucher sur des recommandations, parce que ce seront des recommandations qui vont être faites ministère par ministère, parce que si vous constatez des faiblesses au niveau des personnels, au niveau des procédures, au niveau de l'organisation, il faudra corriger toutes ces faiblesses. Donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est de réduire les possibilités de fraude à travers la réforme des systèmes et de l'environnement du contrôle interne. Est-ce que la digitalisation peut être un facteur de réduire les fraudes, que les papiers, moins de contact entre ceux qui font les marchés et ceux qui les donnent? C'est clair, parce que vous savez, dans certains pays, ils évitent au maximum ce contact. Et ensuite, tout est, disons, affiché de manière très claire. Vous pouvez même rester dans votre bureau et voir un peu la trajectoire des appels d'offres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si, en tout cas, on y met les moyens, il est possible de réduire de 80%
les malversations découvertes dans les rapports. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la prévention, à travers le renforcement des systèmes de contrôle interne. Et il faut prévenir. Il faut aussi veiller à ce que les institutions de contrôle interne soient beaucoup plus, disons, optimales dans leur gestion des contrôles. Ce n'est pas la peine de cibler tous les contrôles de manière tous azimuts. Je pense qu'il faut se focaliser sur les risques, parce que normalement, ils ont des cartographies des risques. Aujourd'hui, tout ce qui est entente directe, tout ce qui est demande de renseignement et de prix, sur des marchés qui peuvent faire des milliards, c'est là où il y a le plus grand nombre de possibilités disons, de corruption. Il faut prononcer le mot. Et je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Donc il faut absolument veiller à ce que les institutions de contrôle interne ciblent, disons, les marchés qui ont le plus grand nombre de risques. Le troisième élément maintenant, c'est une fois que les missions sont faites, il y a des malversations qui sont découvertes, c'est les sanctions. Donc il ne doit pas y avoir de l'impunité. Vous pouvez avoir maintenant des sanctions administratives. Il faut que les sanctions administratives soient prononcées. La politique, moi je suis formé dans l'État. J'ai pris le biberon, disons, dans l'État parce que j'ai fait l'école nationale d'administration de France. Je ne connais pas la politique quand je travaille sur les dossiers de l'État. Ce que je connais, c'est ce que dit la loi et ce que dit le règlement. Donc, il faut absolument sanctionner de manière administrative en relevant la personne. Il ne faut pas attendre. La politique, il faut gérer ça ailleurs. Et deuxièmement, aussi les sanctions pénales. Et là, aujourd'hui, les corps de contrôle, le seul moyen avec la Cour des comptes, c'est de saisir le ministère de la Justice, qui doit saisir le procureur pour faire démarrer la procédure. Là aussi, il y a une idée qui est discutée depuis plusieurs années, c'est l'indépendance du parquet. Je pense que le Sénégal aussi... C'était préconisé la création d'un parquet financier. Oui, et même surtout indépendant. Je pense qu'il faut trouver un système qui permette de sauvegarder l'indépendance de la justice en permettant au parquet de pouvoir démarrer sans avoir l'accord du ministre de la Justice. Parce que si vous devez attendre que le ministre de la Justice vous demande de démarrer, je pense que je ne peux plus parler d'indépendance, c'est de la dépendance. Et donc il faut autonomiser le parquet maintenant avec des orientations. Il ne faut pas aussi que le parquet puisse faire ce qu'il veut. Donc il faut lui donner des orientations. C'est au Parlement de le faire, à travers une loi d'orientation, pour indiquer au parquet comment travailler. Dans d'autres pays africains, pourtant, il y a des efforts qui sont faits pour éviter justement cette corruption massive dans l'administration. Le Rwanda a mis en place ce qu'ils appellent l'Office de recettes de Rwanda, où le directeur général, c'est le directeur des impôts, l'adjoint directeur des douanes, idem pour le Togo. Et pourtant, les choses semblent marcher dans ce pays. Pourquoi pas chez nous, ces réformes? Ça va être très compliqué. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec M. Lo pour une indépendance, bon, disons pas totale, mais quasi totale de la justice quand même. Parce que la justice doit être indépendante, mais la manière dont les gens parlent de l'indépendance de la justice, on semblerait vouloir dire qu'ils veulent que la justice soit au-dessus de l'exécutif aussi. Donc, s'il y a trop de pouvoir entre les mains... Il faut trouver un équilibre, peut-être. Voilà, maintenant, qui va équilibrer ça? Donc, les gens parlent de l'indépendance de la justice. C'est pourquoi j'ai parlé de loi d'orientation. Du Parlement? Non, mais est-ce que... On peut encadrer. Mais est-ce que ce Parlement sera en mesure de balancer? C'est ça l'affaire. C'est trop... Parce que j'entends beaucoup de gens parler de l'indépendance de la justice. Mais est-ce que si cette justice devient indépendante comme elle le veut, est-ce que cette justice n'aura pas trop de pouvoir aussi? Et il ne faut pas oublier, parce que beaucoup de gens oublient ça. Vous avez peur qu'on ait une république des juges? Un gouvernement des juges. Gouvernement des juges, comme en Italie à un moment. Ça, c'est très dangereux. Les manipulés. Donc voilà, il faut choisir le moindre mal. Et en ce moment, présentement, c'est cela le moindre mal. Jusqu'à ce que nous ayons peut-être des institutions fortes qui puissent jouer ce rôle d'intermédiaire, ce rôle d'équilibrer les deux parties, les deux camps. Mais aussi le procureur. Mais le procureur... Les gens semblent ignorer son rôle. Le procureur a vocation politique aussi. Absolument. Si, par exemple, un ministre que le président de la République a nommé fait une malversation, mais le procureur n'est pas obligé de s'autosaisir du dossier. Donc, c'est tout un système qu'on a hérité qui est en place. Peut-être qu'on devrait revisiter. Le procureur peut décider de ne pas suivre un ministre du camp du pouvoir et de suivre un opposant, ce qu'on voit.
et c'est toujours sa vocation, parce qu'il a une vocation politique aussi, il ne faut pas qu'on oublie cela. Donc moi je ne suis pas d'accord pour une indépendance totale de la justice quand même en ce moment, mais pour combattre la corruption aussi, il faut revenir. C'est un problème de société, c'est un problème sociétal. Le problème c'est nous. C'est qui le ministre, c'est qui le député, c'est qui l'autre, c'est nous. En tout cas, ce n'est pas des Kosovars ni des Maliens, voilà, c'est des Sénégalais. C'est la société qui sortent de nos maisons tous les jours. C'est la société qui est malade. Il faut qu'on ose dire les choses aussi telles qu'elles sont. C'est nous qui sommes malades, c'est nous le problème. Tu démets un ministre, tu remets un autre, mais tu changes un problème par un autre problème, c'est tout. Donc on ne peut pas être dans ces sanctions pénales, parce qu'il faut que l'État continue à évoluer. L'État doit continuer, l'État ne doit pas s'arrêter. Donc si chaque fois que quelqu'un faute, tu le démets, tu mets quelqu'un d'autre, mais tu vas démettre et ta vision ne sera jamais mise en place, parce que le ministre qui déroule la vision du président de la République. Peut-être qu'il faut revoir la question de fond, l'éducation. Voilà, c'est comme la Corée. Ils ont dit, ok, c'est quoi le problème? C'est l'éducation. Donc on retourne à la base, on change l'éducation, la manière, instaurer le civisme, le patriotisme, faire aimer le pays au Sénégal. Parce que notre génération, elle est déjà, c'est foutu. Maintenant, il faut aller vers la nouvelle génération, essayer de changer la nouvelle génération et espérer que cette génération soit plus patriotique que cette génération. Oui, Moubaraklo, on annonce pour le dernier point bon, le débat. Ça, moi, je suis pas d'accord. Parce que le temps nous a... Je pense qu'il faut oui, très rapidement, pour qu'on sache le dernier point. Vous savez, on n'a pas atteint 25 ans pour changer le Sénégal. C'est une question de gouvernance. Il est tout à fait possible, dans le très court terme, et d'exemplarité de ceux qui gèrent d'abord. En annonçant une voie et en veillant à ce que tout le monde suive cette voie. Maintenant, le dernier point, c'est la montée de la Covid-19 au Sénégal aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, je pense qu'il faut savoir raison garder jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore au nombre de cas qu'on connaît dans les autres continents. Mais il y a de plus en plus de morts au Sénégal. Hein? Oui, mais bon. De 0 morts à 2, 3, 4 morts par jour. Oui, mais vous savez, en statistique, il ne faut pas être, disons, emballé par les annonces quotidiennes. Il faut regarder la dynamique. C'est quoi la dynamique? Déjà, aujourd'hui, je ne sais pas si on a eu les cas d'hier. Aujourd'hui, si on m'annonce 0, je considère que c'est pourquoi il faut plus regarder des tendances. Donc, il faut travailler sur une semaine, voire sur un mois, ou 3 semaines au minimum, pour voir est-ce que les infléchissements notés depuis quelques semaines persistent. Et ça semble persister. J'utilise le conditionnel. Donc, il paraîtrait qu'on est dans une nouvelle dynamique, mais encore une fois, en termes d'information aussi, n'oubliez pas que depuis le mois de juillet, on ne fait plus le test systématique des cas asymptomatiques. Et donc, moi, en tant que statisticien, tant que je n'ai pas une information complète sur les symptomatiques et les asymptomatiques, je ne peux pas me prononcer sur une tendance. Parce que tu peux avoir de l'information qui se révèle et qui proviendrait, disons, d'une mesure que tu n'as pas faite chez les asymptomatiques. Donc, soyons prudents. Mais l'État commence à prendre des mesures par rapport au rassemblement, par rapport au restaurant. Il y a une grosse inquiétude de ceux qui gagnent peu, les gagnent peu. Ils ont peur aujourd'hui que ces mesures que l'État est en train de prendre ne tuent définitivement leur petite économie. Bon, c'est leur inquiétude aujourd'hui. Est-ce qu'il faut laisser de virtuer en même temps l'économie? Bon, l'État est très prudent parce que vous avez constaté que l'État n'a pas déclaré de couvre-feu. L'État n'a pas interdit la circulation. Les rassemblements, la fin de l'année, oui, mais ceux qui avaient aussi des projections par rapport au restaurant, les lieux de spectacle. Oui, mais bon, ça, c'est pas... C'est des pertes d'argent aussi. C'est des pertes, mais la santé est plus importante. Et surtout, on espère que c'est temporaire. Vous savez, je vais juste donner une information provenant d'une recherche que nous sommes en train de mener, qu'on va publier dans un document au niveau international, en anglais d'ailleurs. On a découvert que les pays qui réussissent le mieux dans les Covid, c'est les pays qui très vite prennent les mesures les plus radicales, dès l'apparition de la maladie. Mais si vous prenez disons, des mesures incrémentales ou moyennes et que vous augmentez un peu, vous n'allez pas avoir des résultats. Donc aujourd'hui, la meilleure façon de combattre cette vague nouvelle, c'est de prendre des mesures d'isolement les plus radicales possibles, sans aller au confinement. Et donc, les contacts physiques, les éviter au maximum, porter les masques, interdire les rassemblements. Ça, l'État a bien fait. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Maintenant, pour le sport, moi, je constate seulement que
au niveau international, les pays européens continuent à dérouler leur championnat malgré le nombre de cas de Covid. Mais sans public. Oui, sans public, je pense qu'on peut adopter cette mesure-là. C'est peut-être le seul domaine où j'encouragerais de changer la mesure et de permettre aux sportifs de continuer à faire du sport. Mais il y a une grosse inquiétude pour les petits, les TPE, les PME, ceux qui vendent du kéréa dans la rue, les mamans qui vendent des pistaches. Si aujourd'hui tout ça c'est fermé, c'est mortel. Hein? Il y a une étude qui a été faite récemment par la Banque mondiale avec l'ANSD. Le Sénégal a été très résilient quand même. J'ai été surpris de voir que ces unités de production informelles ont résisté. Ces unités ont résisté et j'étais très surpris. Mais il faut, ils sont obligés. Ouais. Mais je veux dire que beaucoup d'entre eux n'ont Soit pas. résister, c'est la mort. Hein. C'est des petites. Par exemple, les petites entreprises, c'est 3%, ils ont dit, qui ont fermé définitivement. Donc ils sont résilients. Mais si une deuxième vague s'impose présentement au Sénégal, ce sera très compliqué parce que l'État n'aura pas suffisamment de moyens pour aider tout le monde. Ouais. Donc l'État n'a pas intérêt à fermer l'économie d'un côté. Maintenant, au-delà des morts et tout cela, il faut qu'on respecte les gestes barrières pour sauver autant de vies possible. Ça, c'est un. Mais second, sur le volet économique, cette seconde vague peut pousser les pays du G20, la Banque mondiale et le FMI à effacer la dette. Parce que nous avons besoin que cette dette soit effacée pour rebondir, honnêtement. Parce que tant qu'il y a le seuil de 70% qui nous est imposé, avec le remboursement de la dette, malgré le moratoire qui a été extended, qui a été reporté un peu, donc ce sera compliqué de rebondir. Ce sera très très compliqué. Par exemple, déjà si vous regardez la loi de finances 2021, on voit que l'État a réservé, on dit 65 ou 66 milliards pour 2021 pour la crise sanitaire. Ça vous montre que c'est peu. Ça vous montre que nous n'avons pas vraiment les moyens. Donc, essayons de sauver des vies, mais essayons aussi d'effacer la dette et d'enlever le seuil de 70% pour qu'on puisse s'endetter et investir dans les infrastructures publiques. Oui, à l'effacement de la dette. Mais est-ce qu'en interne, il n'y a pas des efforts à faire dans la rationalisation des moyens de l'État? Parce que quand même, nos ministres conduisent des 4x4 que les ministres de la France ne peuvent pas conduire. Il y a énormément aussi de choses à faire par rapport aux ressources publiques. Parce qu'on ne peut pas dilapider l'argent des Sénégalais et demander aux Sénégalais de faire des efforts tout le temps. Non, absolument, vous avez raison. Mais le seuil de la corruption en France est différent de la corruption ici, au Sénégal. Donc, si vous ne mettez pas ces agents de l'État dans de bonnes conditions, relativement bonnes conditions, mais vous les ouvrez à la corruption. C'est un couteau à double tranchant. C'est un peu compliqué à truquer. Mais même si on rationalise les dépenses de l'État, par exemple, ça ne pourra pas dépasser, par exemple, 200 milliards. C'est quoi 200 milliards dans l'économie? Donc, le problème est quelque part d'autre. Le Sénégal a besoin d'un consensus national pour avoir un master plan. Par exemple, on dit, tout le monde, tous les opposants et le parti au pouvoir se ressemblent. La société civile, on dit, d'ici 50 ans, voici le plan pour le Sénégal. D'abord, c'est l'éducation. D'abord, c'est les infrastructures dont nous avons besoin pour l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir assez d'électricité et vouloir s'industrialiser. Et tout cela. Donc, on déroule cela sur 20 ans. Chaque président qui vient respecte ce master plan. Au lieu de venir avec ton programme, un opposant qui va venir au pouvoir va mettre ton programme dans les oubliettes, amener son programme, retour à zéro, retour à la case de départ chaque fois. Donc, il faut un consensus national, que tout le monde travaille ensemble pour l'intérêt du Sénégal. Avoir un plan sur 20 ans, 25 ans, que chaque président est tenu de respecter à la limite du possible pour pouvoir développer le Sénégal. Il faut qu'on pense au peuple et non juste à sa propre personne. Et c'est ça que je ressens dans ce pays. Il faut penser au peuple. Mais Moubarak, est-ce qu'il faudrait aussi, quand on demande aux gens d'effacer la dette, de faire un effort en interne, de rationaliser les dépenses publiques, oui, qu'elles soient plus efficientes? Lui, il a annoncé 200 milliards. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Vous savez, dans certains Rien que le parc automobile de l'État, c'est 300 milliards. Oui. 2019, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, même dans... Du gaspillage. Dans vous allez dans les ministères, il y a des voitures qui sont en panne, peut-être qu'ils n'ont pas 2 ou 3 ans, qui sont délaissées là-bas. Oui. Personne ne s'en occupe. Vous savez, et c'est l'argent public. Dans certains États, ils ont envisagé un moment ce qu'on appelle des budgets à base zéro. C'est-à-dire, au lieu juste, parce que le budget, vous reconduisez pratiquement les dépenses que vous aviez validées, les acquis. Et donc, il recommence à zéro. Ça, ce serait, peut-être qu'il faudrait le faire au Sénégal. Ça permettrait, en appliquant la rationalisation des choix budgétaires, de partir à zéro, surtout dans le cadre des budgets programmes qu'on va mettre en place,
de faire en sorte que chaque franc dépensé soit un franc efficace. Parce qu'il y a aujourd'hui, avec Covid, on a vu que, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Oui, les voyages, voilà, donc il faudrait les billets d'avion, faire les ce travail-là. hôtels. Je suis persuadé qu'au lieu de 200 milliards, peut-être qu'on peut s'approcher de 1000 milliards. Qu'on pourrait, en tout cas, dépenser mieux. Parce que, par exemple, vous voyez beaucoup de projets qui sont exécutés par les régimes depuis le début de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne sont pas utilisés sur le terrain. Ça veut dire que peut-être on n'avait pas assez bien fait l'étude. Et cet argent aurait pu servir peut-être à investir dans l'agriculture et faire travailler beaucoup de jeunes et nourrir le Sénégal au lieu de passer notre temps à importer ce que nous mangeons. Merci infiniment à Moubarak Lo, économiste et statisticien. Merci à Mohamed Tidja, qui est banquier et consultant. Biran, si c'était la technique, au micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Original, e-radio, nyongi feel. Oi, 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 original, e-radio, radio number 1. E-radio, xibaar yu wér te wóor.